Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est rare que je fasse des vidéos sur des films extrêmement récents, mais là je pense que il fallait que je le fasse. J'ai été appelé pour le faire. Je viens de voir un film qui est exceptionnel selon moi et qui vraiment mérite des grosses récompenses cette année. Aujourd'hui nous allons parler du dernier film de Ryan Coogler, Signers. Au casting, vous allez pouvoir retrouver Michael B. Jordan qui va jouer le rôle de jumeaux, qui sont en gros des gangsters qui reviennent de Chicago et qui viennent pour justement ouvrir leur business dans leur ville d'enfance dans le Mississippi. Vous allez pouvoir retrouver aussi Delroy Lindo qui joue le rôle de Delta Slim, un vieux bluesman qui est là dans la rue au début et puis qui va finir par rentrer dans le club des jumeaux. Vous allez aussi pouvoir retrouver Hailee Steinfeld, qui joue l'amour de jeunesse de Stack, qui est le frère de Smoke, en gros le double personnage de Michael B. Jordan. Vous allez aussi pouvoir retrouver Jake O'Connell, qui lui va jouer le rôle concrètement du diable. Et franchement d'ailleurs cet acteur est exceptionnel, et il est doublé par Donald Renew en VF. Chose rare, je me souviens pas d'avoir entendu Donald Renew doubler un antagoniste. Et franchement c'est hyper convaincant. En plus le diable étant vraiment sur des paroles par moments, c'est très glauque. C'était vraiment bizarre en fait d'associer la voix de Donald Renew à ce personnage, mais en tout cas... c'est une pure réussite. Évidemment, vous allez aussi pouvoir retrouver pour la première fois à l'écran d'ailleurs, et quelle performance pour un premier film, Miles Keaton qui joue le rôle de Preacher Boy. Grosso modo, c'est le troisième personnage principal de ce film. Et clairement, quelle performance, ouais, comme je le disais, c'est son premier film au grand écran, et on n'y croit pas. On n'y croit pas que c'est son premier film, parce que clairement la performance est là, et c'est vraiment un acteur qui, pour le coup, doit être surveillé pour le futur parce que je pense qu'il a une très grande carrière devant lui. Et le réalisateur n'est d'autre que Ryan Coogler. Personnellement, Ryan Coogler, je ne le connais que pour les Black Panther et honnêtement, je n'avais pas aimé Black Panther, je trouve que le premier était passable, le deuxième n'était pas bon et je trouve justement que la réalisation dans ces films n'était pas bonne. Et donc j'étais, je vous avoue, extrêmement surpris de voir que c'était lui derrière le film. Parce que clairement, la réalisation de Signers, moi je la trouve vraiment extrêmement bonne. Que ce soit la mise en scène, que ce soit les acteurs, comment ils sont dirigés, ou même encore la photographie. Clairement, on est vraiment sur un film qui est beau. Il est franchement beau. Et franchement, c'est très agréable à voir parce que c'est un film qui se passe dans les années 30. Et Dieu sait que cette époque, quand on la met en scène, il faut vraiment bien la mettre en scène. Parce que malheureusement, c'est vrai que ces époques-là, quand c'est assez rétro ou quoi que ce soit, si c'est mal mis en scène, ça fait pas crédible. Et là, le fait que ça a vraiment été bien fait, on est plongé dans l'époque. On est plongé dans l'époque et ce que j'aime beaucoup justement dans ce film aussi, c'est le fait que cette époque-là qui a été choisie est parfaitement maîtrisée par le réalisateur. Et en fait, on suit aussi au passage la naissance, enfin plus ou moins même l'évolution du blues. Parce qu'en fait, c'est vrai que ce film est un film avec des vampires, etc. Mais je trouve qu'il y a une histoire dans une histoire. Concrètement, on a Preacher Boy, qui lui est fils de pasteur. Donc clairement, le pasteur n'est pas pour qu'il fasse sa musique. Les cousins, eux, qui sont de retour en ville, parce qu'en fait, oui, les jumeaux sont les cousins de Preacher Boy. Eux vont clairement faire venir Preacher Boy avec eux pour qu'il joue dans leur club. Quand ils vont voir en plus le talent qu'il a, notamment Stack. Alors ce que j'ai beaucoup aimé aussi par rapport aux jumeaux, c'est que Michael B. Jordan joue tellement bien ses rôles, qu'en fait, même si on voit le même acteur, etc., on n'a pas de confusion. Des fois, il y a des films où ça a déjà tenté justement d'utiliser plusieurs fois le même acteur pour jouer des jumeaux, et on peut pas avoir de la confusion parce que l'acteur n'arrive pas à se différencier réellement, et les seules fois où on les différencie, c'est justement quand ils changent de vêtements ou quoi que ce soit. Là, clairement pas. Smoke est quelqu'un d'extrêmement froid, qui est vraiment un gangster pur et dur, là où Stack, lui, il est plus cool, il est plus dans le chill, etc. Bon, c'est aussi un gangster, bien évidemment, mais il est beaucoup plus ouvert, il est pas froid, et surtout Smoke, lui, on sent qu'il a aussi le syndrome post-traumatique, parce qu'il a fait la guerre, tout comme Stack d'ailleurs, mais on sent que lui, il a beaucoup plus été marqué par cet événement, justement. Et donc, clairement, ce film, malgré que ce soit un film de vampires, etc., concrètement, pendant au moins une bonne heure, vous n'allez pas vraiment entendre parler de ça. Alors oui, il va y avoir la mise en place de l'antagoniste, etc. On va se demander un petit peu ce qui se passe, tout ce genre de choses. On va le retrouver poursuivi par des Indiens. Il va se faire cacher par des membres du Ku Klux Klan. Parce que oui, évidemment, le Ku Klux Klan à l'époque, dans le Mississippi, c'était encore actif. Donc ça va être une pièce centrale, j'ai presque envie de dire, de ce film. Au final, vous verrez, je vais essayer de pas trop spoil, mais j'avoue, c'est un peu compliqué. Je vais quand même indiquer, bien évidemment, qu'il y a des spoilers dans la vidéo, au cas où vous n'avez pas vu ce film. Mais bon, je pense que déjà, si vous êtes arrivé ici, c'est que vous l'avez vu. Et c'est vrai que ce film, clairement, il va être très terre à terre sur ce point-là, justement toute la ségrégation qu'il pouvait y avoir à cette époque aux États-Unis. Et puis notamment, par exemple, on va voir beaucoup de scènes dans des champs de coton. On va voir, en fait, concrètement, à part les jumeaux et Delta Slim, qui est un bluesman qui joue dans la rue, plus ou moins, et vite fait dans les clubs, sinon, la plupart d'entre eux sont dans des champs de coton ou dans des travails très ingrats. Et concrètement, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve qui a été vachement bien mis en valeur. Et justement, le côté en plus de ségrégation va être mis en place et surtout bien accentué par la présence du Ku Klux Klan dans le film. Et c'est quelque chose vraiment que j'ai trouvé
très intéressant. Et bref, en fait, toute la montée en puissance du film, en termes, on va dire, démoniaques, etc., va se faire à travers la musique. Justement, à travers la musique de Preacher Boy, qui est tellement bon qu'en fait, alors on nous raconte au début une légende avec la musique qui pourrait attirer les esprits malveillants, et clairement, le diable va être attiré par sa musique. Et le diable, en fait, dedans, est un vampire. Concrètement, dedans, le diable est un vampire. Et il est joué par Jake O'Connell, qui franchement fait une performance extraordinaire. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont organiser dans une grange que les jumeaux auront acquérie, justement auprès d'un membre du Ku Klux Klan. Alors ça, c'est quelque chose quand même d'extrêmement ironique. Et au final, donc cette soirée va commencer par être plutôt bien, et puis au final, ça va partir complètement en live, avec l'arrivée justement du diable, qui entre deux aura infecté les deux fameux membres du Ku Klux Klan, et leur en aura fait des vampires finalement. Et puis bah là ça va juste se transformer en ils arrivent, ils vont faire semblant de vouloir rentrer, eux ils vont dire non en premier lieu, ils vont dire c'est pas la peine, etc. On a déjà des personnes entre guillemets de notre communauté, on veut pas trop que ça parte en live, parce que forcément avec les risques de la ségrégation, tout ce genre de choses. Au final eux ils vont se mettre à jouer de la musique. Déjà là ça pue. Ils se mettent à jouer de la musique, cette scène elle m'a marqué, ils sont devant le porche hein, finalement de l'entrée du club, ils commencent à jouer et puis ils jouent une musique hyper malsaine et puis ils sont hyper synchro, c'est dans les mouvements de la tête, les paroles, c'est les mêmes expressions, enfin vraiment un truc hyper glauque. Et déjà là on sent que ça commence à pas aller bien, donc ils disent au final bon bah on s'est fait caler, on va repartir gentiment. Au final ils envoient donc Hailee Steinfeld, qui est en fait si vous voulez l'ex-petite amie de Stack, qui l'a laissé avant de partir parce que justement au vu du train de vie qu'il avait et etc, il ne voulait pas qu'elle souffre avec lui, et elle a dit bah écoutez je vais aller les voir, grosso modo je vais aller les voir et on verra bien ce qui se passe. Donc forcément elle va y aller, eux ils vont l'attirer un petit peu de manière sympa. Bon au final vous comprenez ce qui va se passer, elle va se faire infecter elle-même, elle va revenir dans le club et puis là bah ça part en couille, tout le monde va se faire infecter, y compris le Stack en question, et j'ai trouvé ça encore une fois hyper bluffant. Hyper bluffant. Et là je fais un petit peu un raccourci c'est vrai pour vous parler vraiment de la trame principale, mais entre deux dans cette soirée il y a Preacher Boy justement qui va se mettre à jouer du blues, et ça va être magnifique. Ça va être magnifique parce qu'en fait si vous voulez ça va vous amener à une séquence où on va voir Preacher Boy qui joue et on va voir toutes les générations autour. C'est à dire que ça va aller jusqu'à des DJ, ça va aller jusqu'à des personnes qui dansent, ça va aller avec des guitaristes en guitare électrique, et en fait sa musique grosso modo on vous fait comprendre qu'elle réunit les générations, et dans une séquence qui est franchement extrêmement bien réalisée. Comme je l'ai dit, quand j'ai su que c'était Ryan Coogler derrière la caméra, bah j'étais surpris mais en même temps agréablement surpris, parce que je me suis dit, bah enfin un réalisateur qui sort du giron de Marvel et qui une nouvelle fois va percer quoi. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Signers, franchement, comme je l'ai dit, c'est vraiment un film qui est très intimiste malgré le côté un petit peu blockbuster, etc. je trouve. C'est une des premières choses que je me suis dit à la fin du film, c'est que Hollywood devrait favoriser plus souvent ce genre de film. Parce que clairement ce film, vous avez pas de CGI dégueulasse. Les vampires, comment ils sont faits? Alors concrètement, vous allez pas voir le stéréotype du vampire avec les grosses dents qui sortent, le teint hyper pâle, les grosses cernes. Non, tout est fait avec un jeu de lumière et des ombres. C'est magnifique. En fait, si vous voulez, quand ils se font vampiriser, alors oui, ils deviennent un peu plus pâles, sans pour autant l'être réellement. Ils ont des yeux qui peuvent tourner au blanc par moment, mais encore une fois, c'est pas du tout abusif. Je veux dire, ils ont encore leur aspect très humain finalement. Et justement, hein, ça devient quelque chose... en fait, ils se mêlent. Ils peuvent se mêler à la foule sans problème. Et justement, moi je trouve ça hyper balèze. Parce que plusieurs fois, les vampires, on va nous les présenter avec justement, si vous voulez, tout le contour de leurs yeux avec beaucoup d'ombre. Et notamment, par exemple, le diable, lui, on va voir les petits points rouges dans ses yeux en fait. Comme si... vous voyez quand vous prenez une photo avec un flash et que vous avez les yeux rouges. Bah en fait, ça fait exactement pareil presque. Et franchement, c'est magnifique. Et tout va tourner autour de la musique tout au long du film. C'est-à-dire qu'on se limite pas à un film de vampire un peu classique, etc. Non, ça tourne tout le temps autour de la musique. Le diable a sa propre musique, sa propre chanson. D'ailleurs, la BO du film est disponible déjà sur YouTube. N'hésitez pas à aller l'écouter. Vous écoutez les musiques, elles sont exceptionnelles. Vous voyagez grâce à cette musique. Et c'est quelque chose vraiment de hyper cool. Et justement, quand ça part en live avec tous les vampires, etc., parce qu'en fait, toute la fête, grosso modo, va se faire infecter. Toute la fête va se faire infecter. Alors forcément, aussi, ils vont pas tout de suite se dire « Oh là là, c'est des vampires, ils sont pas là hyper lucides. » En fait, si vous voulez, Smoke a lui-même eu une compagne qui, elle-même, est plutôt dans tout ce qui est vaudou, l'utilisation des herbes, etc. Et elle va capter que c'est des vampires, tout simplement parce que, justement, elle dit qu'elle en avait entendu parler, mais que c'était des légendes. Et en fait, comment elle va le deviner? Tout simplement en lui jetant de l'ail à la gueule, et puis l'autre va commencer forcément à fondre, etc. Donc ça va être différent. Et quand ça va commencer à partir en live, alors là, le film, il prend toute une autre tournure. C'est-à-dire que pendant 1h30, allez, grosso modo, vous avez une ambiance assez festive, avec certes la montée en puissance du diable, mais il n'y a pas vraiment de contact, j'ai envie de dire, d'action ou quoi que ce soit. Là, par contre, quand ça part en live, c'est extrêmement violent.
c'est extrêmement violent, Smoke, enfin franchement, Michael B. Jordan, j'ai envie de dire les gars, hyper badass, enfin franchement, on part dans des scènes d'action qui sont en plus magnifiquement réalisées, il y a tout le temps en plus une sorte de enjeu émotionnel, par exemple avec le couple de asiatiques, je ne connais plus le nom des personnages, mais par exemple en fait le monsieur va vouloir aller chercher la voiture, il va se faire infecter, la femme va le comprendre, donc en fait si vous voulez elle va se sacrifier littéralement, elle va foncer dessus avec un pieu, quitte elle va brûler vif avec lui même. Donc concrètement, il y a toujours un enjeu émotionnel qui sera mis en place entre les personnages. Et ce que j'aime beaucoup aussi, bah, c'est justement le développement de tout ça. Smoke, comme je l'ai dit, c'est un personnage qui est très froid, qui n'est pas un héros, clairement. Là où Stack, lui qui a été infecté malheureusement par le vampire, lui était plutôt celui qui était voué à être le héros. Mais Smoke, ouais, c'est une ordure. Jusque-là, il n'a rien fait de héroïque, ni rien du tout. Et au final, il aura sa rédemption justement sur cette fin de film. Justement par rapport à Stack, parce que forcément il y aura un duel entre les frères. Et aussi, alors à la fin, une séquence que j'ai extrêmement adorée. En fait, si vous voulez, le gars à qui il a acheté la grange, comme je l'ai dit, c'est un membre du Ku Klux Klan. Il va ramener toute sa tribu, j'ai envie de dire, sa secte, son groupe, pour aller justement, alors comme ils disent dans le film, pour aller tuer les personnes dedans, quoi. Et en fait, Michael B. Jordan avait clairement prévu le truc, il avait enterré justement son équipement de la guerre mondiale, il commence à les allumer. Et c'est une scène extrêmement satisfaisante, qui était extrêmement satisfaisante. Déjà parce qu'elle est classe, franchement elle est stylée, il est là, il les allume. Et puis ils sont... Alors ce que j'aime bien c'est que là on a vraiment tout le Hollywood possible et imaginable. Hein. Ils sont 15, lui il est là, il avance en tirant, il foule comme un porc dans le dans le tas hein, concrètement, et eux ne le touchent pas. Eux il y en a aucun qui le touche alors qu'ils sont tous armés etc. Lui il est là, il les abat. Bon à la fin il se fait toucher par le gérant alors qu'ils sont à 1 contre 1. Mais vraiment vous avez une scène typique de Hollywood où il massacre tout le monde, c'est hyper satisfaisant pour le coup. Et en fait quand il meurt, bah, ça me fait penser un peu à Gladiator si vous voulez. Parce qu'en fait si vous voulez sa copine, enfin plutôt son ex-femme ou ex-compagne, est-elle morte durant l'assaut des vampires, c'est lui qui l'a exécutée pour éviter qu'elle se transforme. Et si vous voulez, il commence à la voir en vision avec leur enfant qui est décédé, lors de ce que j'ai compris, il est mort-né. Et en fait, ça m'a fait vachement penser à Maximus dans Gladiator, vous voyez, quand il commence à décéder et puis qu'il voit, entre guillemets, les portes des dieux s'ouvrir et qu'il voit justement sa famille, etc. Et je trouve que justement, le personnage de Smoke, pendant tout le film, il a eu cette image de gangster très froid, très mauvais, justement tout ce qui représente finalement le cliché du gangster, et il finit avec une superbe rédemption, et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça, justement j'ai trouvé que c'était franchement un bel hommage. Moi en tout cas j'ai tout de suite fait le lien avec Gladiator, je sais pas si vous avez vu le film, si vous avez eu exactement les mêmes réflexions que moi, mais moi j'ai trouvé que ça faisait vachement Gladiator, et j'ai trouvé ça franchement super cool. Super cool. Pareil au niveau de Preacher Boy. Preacher Boy forcément lui il va se retrouver face au diable hein, directement, et donc là on va se retrouver dans tout le délire possible du vampire, hein, c'est-à-dire que il reste plus que Smoke et Preacher Boy, ils sont là, ils sont en train de résister comme ils peuvent, et puis là, bah, Preacher Boy, il va planter sa guitare dans le crâne du diable, donc là ça commence, on sent que ça pue, hein, concrètement, le diable, il y a ses mains qui se transforment, si vous voulez, elles deviennent un peu, bah, les mains de griffes, vous voyez, je sais pas comment on appelle ça, mais les mains qu'on peut voir, bah, pour le coup, là, dans des films de vampires, quand les mains ont des bouts en griffes, vous voyez, en fait, je fais le geste devant mon PC, mais c'est vrai que vous me voyez pas, mais j'essaierai de trouver une illustration. Mais en tout cas, vraiment, c'est quelque chose avec une scène qui est hyper puissante, un peu rushée, c'est vrai, mais après, faut pas oublier que c'est un film qui doit rentrer dans une salle, dans les salles de cinéma, et malheureusement, ils peuvent pas faire une Snyder Cut, hein, ça peut pas être 4 heures de film, il fallait raccourcir certaines scènes, et Ryan Coogler a fait ce choix fort, et pour moi intelligent, de favoriser le développement de ses personnages, et ce moment justement de dénouement, de le réduire un petit peu, et je trouve que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire, tout simplement, parce que des films de vampires, comme je l'ai dit, vous connaissez un petit peu les fins en général, c'est assez commun, et pour le coup sur ça il n'y a pas de surprise réelle, même si elle est faite de manière plus subtile, il n'y a pas de surprise réelle sur la fin, et du coup autant développer l'aspect du film qui est le plus entre guillemets unique que plutôt et original, que de surdévelopper justement le dénouement de l'histoire. Et justement, quand ce moment-là est fini, si vous voulez, avec Preacher Boy qui clairement va continuer son destin. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce film parle de l'affranchissement, en fait, à travers Preacher Boy, des personnes noires, de la ségrégation. Coogler a réussi son pari pour moi. Il a réussi à faire un film qui soit un blockbuster, donc qui attire les gens au cinéma, mais qui fait passer des messages et qui montre justement l'émancipation des personnes noires aux États-Unis. Et justement, c'est ce genre de film qui manque à Hollywood. Parce que là, clairement, comme je le disais, c'est un blockbuster qui attire le monde, qui attire les gens, qui est mature, etc., mais il y a, comme je l'ai dit, une histoire dans une histoire. L'histoire de vampire, elle est là, mais entre deux, vous voyez, comme je l'ai dit, l'évolution du blues, vous voyez l'époque, justement, qui commence à être évolue par rapport à la ségrégation, et franchement, pourquoi Hollywood ne fait pas plus souvent ça?
C'est-à-dire qu'au lieu de nous sortir 15 000 blockbusters avec des effets spéciaux de merde, avec justement des personnages mal écrits qui sont là uniquement justement pour représenter des communautés et attirer le box-office, pourquoi ne pas donner plus de projets de ce type à des personnes comme Ryan Coogler, qui font passer leurs idées, mais qui nous sortent vraiment des choses masterclass, qui sont de la qualité. Alors après, comme je l'ai dit, j'étais surpris, moi, que c'était Ryan Coogler. J'insiste là-dessus, et c'est vraiment une surprise agréable. Mais personnellement, actuellement, Signers, pour moi, là où on est donc au 27 mai 2025, c'est pour moi le film de l'année. Alors j'espère qu'il y en aura d'autres, parce qu'on est qu'au mois de mai, donc clairement, si au mois de mai on a déjà le film de l'année, bon, j'espère quand même qu'on aura des films qui vont essayer de surpasser, notamment au niveau de Superman par exemple. Mais actuellement, clairement, pour moi, c'est le film de l'année de très loin. De très loin. J'avais aimé Mickey 17, même s'il avait un peu fait débat. J'ai aimé Thunderbolts, mais clairement pas au point de dire que c'est le film de l'année. Mais Signers, je trouve qu'il a tout. Il a ce côté, comme je l'ai dit, très auteur et en même temps ce côté très blockbuster. Et les personnages sont hyper attachants, quoi. Et ce que j'ai aimé, par exemple, avec Delta Slim, lui, le personnage dont je vous parlais, hein, qui est ce fameux bluesman un peu alcoolique, qui va finir par jouer avec eux, qui de base joue dans la rue, etc. En fait, il me faisait penser à un personnage qui est très connu dans la pop culture et qui est un personnage légendaire, j'ai envie de dire, du cinéma, à Quint, dans Jaws. En fait, ce personnage de Delta Slim, il a un peu le même archétype, je trouve. C'est un vieux, qui est complètement à l'ouest par rapport au groupe de personnages principaux, et qui apporte de la légèreté et en même temps du sérieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, il me fait clairement penser à Quint, justement. C'est un mec, en fait, il est là, vous le voyez, et il fait sourire. Il fait sourire, mais en même temps, il est très crédible. Il parle très cru, avec des expressions un peu à l'ancienne par rapport, déjà que l'époque, voilà. Et le film, honnêtement, les dialogues sont très crus par moments. Mais c'est vrai que lui, il a cette touche en plus, justement. Et moi, franchement, Delta Slim, c'est un personnage que j'ai adoré dans le film. Et évidemment, ça en va de tous les personnages, en fait. Tous les personnages ont vraiment bien été écrits, que ce soit de l'antagoniste aux personnages principaux, aux personnages plus secondaires. Et franchement, clairement, ce film, c'est un film, j'ai envie de dire, d'école. C'est un film qu'on devrait montrer à tous les futurs réalisateurs ou créateurs de cinéma en disant voilà, c'est ça un film. C'est une belle histoire, c'est faire passer le message à travers l'histoire et pas faire le message au-dessus de l'histoire. C'est réussir à attirer tout le monde au cinéma tout en proposant de la qualité avec une histoire originale, même si on prend quelque chose qui en effet est assez commun au niveau des vampires, réussir à renouveler le genre, réussir, comme je l'ai dit, à tout faire fonctionner, parce que même la bande originale faite par Ludwig Göransson est exceptionnelle. D'ailleurs, ce mec, au fur et à mesure du temps, prouve qu'il est l'un des plus grands de sa génération. Mais clairement, vous regardez, comme je l'ai dit, en fait, tout marche dans ce film, et c'est pour ça qu'il marche, d'ailleurs, au cinéma, et que les gens le tarissent d'éloges comme pas possible. Potentiellement, pour moi, il a certaines catégories où il pourrait, éventuellement, même très probablement, être nommé aux Oscars. Enfin, nominé au moins, plutôt. Il pourrait être nominé aux Oscars. Et je pense que clairement ce serait pas déconnant. Franchement, au niveau des performances d'acteurs, déjà Michael B. Jordan, dans un rôle secondaire, pourquoi pas Jake O'Connell ou Miles Keaton, pourquoi pas franchement. Et même au niveau du film en général, moi je pense que ce film peut clairement remporter quelques récompenses, et ce serait largement mérité. Et je l'espère aussi, comme ça peut-être que Hollywood se dirait qu'au lieu de nous sortir des 15 merdes par an, autant nous en sortir un peu moins, mais des masterclass comme celui-ci, très bien. Parce que ça c'est un film qui marque, et franchement, ça date qu'un film n'a pas marqué au cinéma dans les films récents. Je veux dire, là, vous regardez actuellement, on a les gros départs au box-office, surtout de Lilo et Stitch, un remake, voilà. Mission Impossible, c'est le 8ème, alors après, attention, j'aime bien la saga, mais c'est le 8ème. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas des films qui sont originaux, c'est ou des suites ou des remakes. Et clairement, là, le fait que ce soit un film solo comme ça qui tape bien dedans, bah c'est parfait. Franchement, pour moi, c'est exactement ce qu'il faut trouver chez Hollywood. Concrètement, pour moi, ce film, c'est 5 étoiles sur 5 sur Letterboxd. C'est littéralement ce que j'ai mis. Alors oui, il a quelques petits défauts, notamment au niveau de la fin, comme je l'ai dit, qui est certes un peu précipité et un peu classique pour le coup sur certains aspects. Mais pour le coup, ce que j'ai aimé aussi avec la fin, parce qu'il y a une fin du récit, et si vous voulez, vous avez un épilogue. Et là, on fait venir Monsieur Buddy Guy, légende du blues. Légende incontestée, et peut-être un des derniers bluesman en vie d'ailleurs. Et justement, là, on voit Stack, donc qui est encore en vie en réalité. Son frère ne l'a pas tué, et il lui a fait promettre, justement, que en tant que vampire, il ne devra jamais approcher Preacher Boy. Et il a tenu parole, et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, il sait que, en fait, si vous voulez, on arrive dans les années 90, donc concrètement, à ce moment-là, Preacher Boy, il doit avoir 80 ans au moins, il a au moins 80 ans, et justement, en fait, si vous voulez, à ce moment-là, Stack, lui, il vient avec la petite Marie, il l'appelle comme ça dans le film, donc Hailey Steinfeld. Les deux ont été vampirisés, donc forcément, vu qu'ils n'ont pas été tués par Smoke, ils ont eu l'occasion de vivre leur vie, ils ne sortent que la nuit, ils viennent le voir, et moi, à ce moment-là, j'étais un peu dans le fauteuil, j'étais un peu sceptique, parce que je me dis, bon, si c'est pour les faire venir et qu'ils se transforment de force, quoi, c'est un peu nul. Et en fait, non, au final, il vient, il lui propose de le transformer pour lui donner la vie éternelle,
Ce à quoi Preacher Boy dit, écoute, moi non, j'ai vécu assez longtemps, grosso modo. Ça finit par le fait qu'il va leur jouer un petit morceau ensemble, et au final, bah, Stack, il s'en va, et il fait rien. Il fait rien. Et justement, Preacher Boy lui dit, tu te souviens de cette journée-là? Bah, pour moi, jusqu'à la nuit, ça a été ma meilleure journée grâce à vous et tout. Et justement, Stack va lui répondre exactement la même chose, que c'était sa meilleure journée, parce que c'est la dernière fois qu'il a vu son frère, la dernière fois qu'il a vu le soleil. Et en fait, c'est hyper touchant. Franchement, c'est hyper touchant. Et en fait, il part et il le laisse comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé. Ça m'aurait embêté clairement que Stack il fasse, bon écoute, je te vampirise et t'as pas le choix, quoi. J'aurais trouvé que du coup, il y avait pas vraiment de moralité en fait à l'histoire, et au final, il y en a une. Et j'ai trouvé ça vraiment, franchement, extrêmement bien. Extrêmement bien. C'est pas pour rien que je fais une vidéo dessus, hein. C'est très rare que je fasse des vidéos parce qu'en plus c'est plus ou moins à chaud et je suis pas très à l'aise dans cette discipline, mais bon, faut bien s'entraîner par moment. Et c'est, je pense, le film franchement pour lequel je voulais prendre ce risque. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je suis preneur de tout conseil là-dessus parce que c'est vrai que les vidéos, vous avez vu mes analyses en général sur des films qui sont déjà passés, que j'ai eu le temps de voir plusieurs fois, d'étudier, etc. Là c'est beaucoup plus à chaud, donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, quel format je pourrais adopter. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo aussi, hein. N'hésitez pas aussi à me donner un peu de positivité. Je vous invite évidemment à aimer cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur mes différents réseaux sociaux, sur mon Letterboxd, mon Instagram, mon X. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. C'était Louitos. Salut à tous.